Trois invités avec nous en plateau chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et commencer à noircir la nouvelle page blanche de 2023. Franck Dixmy est avec nous ce soir, directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Julien Nebenzal de nous accompagner. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de GPS Stratégie et Finance. Et Xavier Chapard avec nous également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste à la Banque Postale Asset Management. C'est une nouvelle page blanche donc et peut-être même une nouvelle ère en matière d'investissement. On reprend la discussion là où on l'avait laissée en 2022, mais c'est vrai que c'est toujours un moment marketing, calendaire important, ce changement d'année. Et c'est vrai que je regardais quelques références en termes de rendement sans risque qu'il va falloir battre sur le plan de l'investissement en 2023. Je voyais qu'une obligation américaine court terme, échéance 1 an, et même novembre 2023, offrait un rendement sans risque de plus de 4,70% pour un investisseur en dollars. Pour un investisseur en euros, on peut prendre, je sais pas, la référence du livret A, qui verra son rendement augmenter à partir du 1er février. On peut imaginer que la méthode de calcul du rendement du livret A porte le taux à 3% et plus, peut-être. Et ces deux références sont les références qu'il va falloir battre sur le plan de l'investissement 2023, Xavier ? On peut le dire comme ça ? On peut le dire comme ça. En fait, ce qu'on a, c'est un rendement sans risque, les taux courts à cause des hausses de taux des politiques monétaires, qui, en zone euro, pour la première fois depuis 2014, sont positives. Et comme vous dites, même très largement positives maintenant pour 2023. Sur les autres classes d'actifs, on a toujours les risques liés au cycle économique et au resserrement monétaire qui risquent de caper un peu les rendements. Cela dit, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les marchés en 2022 ont déjà fait une partie du travail, que les valorisations se sont bien ajustées, les anticipations de taux aussi sont raisonnables. Le marché anticipe que la BCE aille jusqu'à 3% sur ses taux monétaires au cours de l'année. Ils anticipent un peu moins de baisse de taux dans la seconde partie de l'année. Donc, j'allais dire que maintenant, c'est plus équilibré. Donc, il va falloir, à notre avis, beaucoup diversifier parce qu'on risque d'avoir de la volatilité sur les différents actifs. Mais on s'attend quand même à une année moins négative que 2022 sur le plan de l'investissement. D'accord. Moins négative, mais avec des espérances de rendement qui sont largement reconstituées. Est-ce qu'on peut à nouveau imaginer des rendements sur des classes d'actifs risquées, actions ou crédits, je sais pas, des rendements à 2 chiffres, ou est-ce que désormais les espérances de rendement sont, et je parle de rendement réel notamment, sont différentes? Parce qu'il y aura de la désinflation en 2023, mais on ne va pas revenir à 0 ou 1 d'inflation, j'imagine, Xavier. Non, pour la zone euro, on tape plutôt sur du 6% ou quelque chose comme ça encore cette année. Donc c'est à partir de 6% de rendement qu'on aura déjà un rendement réel équilibré, voire positif. C'est à partir de 6% qu'on délivrera de la performance réelle. Je pense qu'on est encore dans le moment d'ajustement, de sortie des politiques ultra accommodantes, et donc on ne peut pas espérer avoir des rendements positifs très élevés encore cette année. On a reconstitué un peu de marge avec la baisse des valorisations, mais pas énormément. Les actions ne sont pas ultra attractives. Elles sont plus attractives qu'il y a 1 an. C'est déjà pas mal. Elles ne sont pas ultra attractives. Nous, on s'attend à des rendements réels à peu près nuls cette année sur les actions. Mais c'est quand même le seul actif qui permet de rester avec des rendements réels pas négatifs, en fait. Parce que les taux et tout ça restent quand même à court terme. Ne couvrent pas l'inflation. Voilà, ne couvrent pas l'inflation. Et le marché a encore une vue sur l'inflation assez bénigne, où l'inflation revient très vite à la cible de 2%, ce qui pose encore le risque que les banques centrales doivent encore taper sur la table, au moins au cours du premier trimestre. Et donc, c'est pour ça qu'à court terme, on pense qu'il faut être encore prudent. Ouais. J'entends. Bon, Franck, sur le marché obligataire, effectivement, alors, les références monétaires offrent des rendements sans risque, effectivement, positifs, désormais. Ce sera difficile à battre. Est-ce que la situation sur les marchés obligataires souverains, notamment, est en voie de se stabiliser ? Est-ce que c'est l'espoir qu'on peut avoir pour 2023 ? Oui. Enfin, en 2023, on attend des performances obligataires positives. Mais je pense qu'il faudra être patient et pour trouver des points d'entrée un peu plus attractifs que les niveaux qui sont offerts aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a eu un repricing majeur sur les marchés de taux. On a terminé l'année au plus haut sur les taux gouvernementaux. Enfin, si on prend la référence allemande, en zone euro. Et quelque part, on a corrigé un espèce d'excès de complaisance par rapport au potentiel de hausse des taux à venir de la part de la Banque Centrale Européenne ou de la Fed.
On peut faire le parallèle aussi. Il y a quelque chose de fascinant quand même, hein, sur tout 2022, c'était cette incapacité des marchés à comprendre le message des banques centrales. Alors c'est vrai que les banques centrales ne nous ont pas aidés non plus, avec une communication qui a été assez alambiquée, compliquée à déchiffrer sur le premier semestre notamment. Ce tournant de politique monétaire, c'est toujours un très grand rendez-vous, hein, pour les investisseurs. Et dans un contexte où ce qu'on appelle la forward guidance, cette capacité à guider les anticipations des investisseurs a été très affaiblie par des actes qui ont contredit en fait ce qui avait été annoncé. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de déchiffrer le message des banques centrales, mais ce qu'elles martèlent néanmoins depuis la fin d'août du mois dernier avec Jackson Hole, ce grand meeting des banquiers centraux, c'est qu'on va aller au-delà de la normalisation des politiques monétaires, qu'on rentre véritablement dans des politiques monétaires restrictives. Et quand vous regardez les dernières anticipations qui ont été publiées, les anticipations d'inflation qui ont été publiées par la Fed ou la BCE, ça ne vous rend pas très, très optimiste, si vous voulez, sur le trajet, la trajectoire des taux des banques centrales. Et il y a une anomalie pour nous qui est toujours béante, hein, c'est ce bras de fer entre la Fed et les marchés qui ne veulent pas comprendre que la Fed non seulement va aller au-delà de ce qui est anticipé, vraisemblablement, mais en plus gardera les taux longtemps sur des niveaux hauts. Alors qu'on a quand même 50 BP de baisse des taux, hein, dans les marchés du côté américain. Toujours. Et ce qui s'est passé en zone euro est très intéressant, parce qu'à partir de mi-décembre, donc c'est le meeting de la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne surprend tout le monde avec des anticipations d'inflation incroyables, enfin plus de 6% sur 2023, 3,4% sur 2024, et plus de 2% sur 2025. C'est la première fois qu'elle communiquait sur 2025. Donc quelque part, la Banque Centrale Européenne nous dit que malgré le fait qu'elle soit rentrée dans une démarche restrictive, ça va être très très compliqué de retrouver un sentier d'inflation compatible avec leur objectif de stabilité des prix. Donc tout ça nous dit que les ajustements sont bien enclenchés, mais qu'il y a encore de la marge. Et cette marge, on ne la voit pas tout à fait dans les anticipations de marché, donc il y a une fragilité. On est moins fragile aujourd'hui qu'on l'était il y a quelques semaines, il y a quelques mois. On a pris 70 BP quand même, hein, sur les taux, à la fois sur les taux courts et sur les taux longs, sur les taux courts en termes d'anticipation des hausses BCE et sur les taux long terme à 10 ans en l'espace de 3 semaines. Donc c'est assez sain, mais il ne faut pas trop se presser. On trouvera de meilleurs points d'entrée dans le courant sans doute du premier trimestre. Sur les marchés obligataires, le marché a en tête quand même que les banques centrales se sont trompées sur l'inflation au départ, Franck. Oui, enfin, dans de très grandes largeurs. Oui. Je veux dire, et maintenant, il faut les croire. Et maintenant, il faut croire les projections de la BCE. Maintenant, non, mais c'est un signal envoyé au marché. J'entends. Et si vous voulez, quand la Banque Centrale Européenne a publié ces projections, on n'avait pas encore les premières données et les informations sur la stratégie chinoise de sortie très abrupte de la politique zéro Covid. Et ce qu'on voit sur le mois de décembre, sur les PMI en Chine, c'est un écroulement du côté des services. Une correction sévère du côté manufacturier, des perturbations à venir encore une fois dans les chaînes de production, et peut-être les mêmes goulets d'étranglement qu'on a pu observer pendant la crise sanitaire en zone euro, qui vont se répéter en 2023. Première étape du confinement, c'est les rues sont désertes dans les grandes villes de Chine. Exactement. Donc attention sur l'inflation. On peut encore une fois se tromper. Et à notre avis, s'il y a des surprises à attendre sur l'inflation, c'est plutôt encore une fois à la hausse qu'à la baisse. Vous imaginez pas que la décélération de l'inflation, la désinflation puisse nous surprendre à la baisse? Qu'on se retrouve fin du premier semestre avec des niveaux d'inflation qui soient déjà plus confortables pour les banques centrales. C'est quelque chose qui est... On ne le voit pas dans nos modèles. On a vraiment du mal à y croire. Et on ne voit pas non plus les entreprises s'ajuster à la baisse. Enfin, quand vous voyez une entreprise comme Saint-Gobain qui a monté ses prix de 15% en moyenne sur 2022, enfin, on a des phénomènes d'inflation par les marges en fait, des entreprises. C'est absolument incroyable. Et c'est aussi un effet d'aubaine pour ces entreprises. Donc, il y a une boucle prix-profit plus qu'une boucle prix-salaire aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on observe, oui. Bon, vos perspectives de marché 2023, Julien, mais j'en profite, on s'est vu la dernière fois, je crois, fin octobre, début novembre. Vous aviez envoyé un signal fort, convaincu, que le marché action européen notamment était en train de passer à autre chose et que le rebond auquel on a assisté depuis fin septembre n'était pas juste un rebond de bear market, que c'était quelque chose d'autre qui était en train de se construire. Est-ce que vous confirmez en ce 2 janvier cette idée-là et jusqu'où cette idée nous emmène, Julien? Sur le marché des actions, l'idée de 2022, c'était d'attendre avec beaucoup de patience un point d'entrée.
du point de vue comportemental. Il y en a eu deux. Il y a eu le début de la guerre en Ukraine, donc le point bas de mars, et puis le second point s'est situé en septembre. Pourquoi des points d'entrée? Parce qu'on devait assister à un ralentissement économique qui s'est produit, que les ralentissements économiques ont tendance à induire à une consolidation des marchés actions, parfois une correction, que pour nous, ce ralentissement devait être intermédiaire et non pas majeur, donc pas de type 2008. Ce qui semble encore être le scénario le plus probable, et que donc il fallait tirer profit de la consolidation pour revenir sur les marchés actions. Voilà, c'était notre stratégie. Et la particularité de septembre-octobre, c'est que le niveau de pessimisme était, alors que les prix n'avaient pas beaucoup bougé, était bien plus élevé qu'au mois de mars, au moment de la guerre. Ouais. Alors que les événements n'avaient pas changé. Donc c'est vraiment du temps qui passe et qui crée une hausse de l'anxiété. Ce phénomène de pessimisme était tellement prégnant qu'en fait, le risque était, je ne vais pas dire nul, il n'est jamais nul, surtout dans des situations géopolitiques comme celle qu'on a, mais il était très bas. Ouais. On parle d'opportunité, on parle de risque haussier aussi, quand on veut renverser la notion de risque, on parle de risque haussier. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Notre objectif sur 2022, donc de revenir sur les marchés actions, c'était pour un retour sur les sommets antérieurs. On ne voit pas pourquoi ces niveaux ne devraient pas être atteints et peut-être même dépassés. Toujours d'actualité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'analyse? Rien du tout. Donc c'est toujours cette. Mais le comportement peut venir nuancer ça. Et il se trouve que le comportement a légèrement évolué depuis septembre. C'est-à-dire que le discours, la perception, un peu moins pessimiste. Mais c'est surtout le fait de la hausse des cours qui modère le discours plutôt qu'un renforcement profond de conviction. Donc il faut arriver à nuancer ça. Donc on a encore du potentiel haussier sur les marchés d'actions. Voilà. Donc l'idée c'est que ce trimestre, on peut rejoindre les plus hauts en Europe sans trop de difficultés. Sur les USA, du fait du Nasdaq, enfin de la problématique Nasdaq taux long, ça peut être différent. Mais sur l'Europe, ça semble assez probable. En tout cas, j'ai peut-être un scénario alternatif, mais qui est beaucoup plus haussier que celui-là. J'ai pas de scénario baissier qui apparaisse comme une évidence. J'en ai pas aujourd'hui. Et c'est l'Europe avant tout. Vous le dites, sur le marché américain, du fait de la composante technologique, de l'indice Nasdaq, etc., vous dites c'est l'Europe qui doit en profiter le plus, peut-être. Là, je suis obligé de suivre les tendances, puisque le travail sur les cycles a été efficace sur la partie économie et action, aussi sur la partie inflation, le travail sur lequel je me fonde. En revanche, sur la partie taux, ça a été... les marchés obligataires ne sont pas comportés comme cycliquement ils devaient se comporter. On s'attendait à une hausse des taux, mais pas du tout à ce niveau-là. Je parle des taux longs. Et donc, effectivement, aujourd'hui, sur le marché obligataire, on n'a pas de signal d'achat, rien n'est indiqué, ni en comportement, ni en cycle, puisque justement en cycle, nous ne sommes pas là où nous devrions être. Et puis, si je fais un peu d'analyse technique, je ne vois rien. Je ne vois rien en ce sens. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire nous avons formé un point bas sur les marchés obligataires ou un point haut sur les taux. Ouais. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas les éléments. Ça peut se produire encore une fois, mais je n'ai pas ça. Ce qui veut dire que les semaines qui viennent, peut-être le semestre, ça va être la discussion autour de quel est ce point, où est-il? Est-ce qu'il est encore beaucoup plus bas ou est-ce qu'il est déjà fait? Voilà. Et c'est ça qui va déclencher un tour plus significatif sur le marché américain. C'est quand, sur la partie obligataire, on aura un petit peu estimé qu'on a trouvé les points d'entrée. C'est la problématique donc de l'inflation, parce qu'il n'y en a pas d'autres aujourd'hui qui permettent de trancher. Et nous, alors le travail sur l'inflation a fonctionné, il fonctionne encore, il y a une décélération de l'inflation, je sais que c'est un peu bizarre de le dire, mais le fait qu'on monte à 8 ou à 9%, mais qu'après on redescende, pour nous, donc un momentum négatif, pour nous c'est ce qui était prévu, et ce phénomène doit s'accentuer. Donc, encore une fois, c'est un travail cyclique. Les événements, et notamment géopolitiques, peuvent tout à fait nuancer ça. Mais on s'attend à ce que la problématique inflationniste, la problématique de l'inflation baisse en intensité, et donc que ce fameux point sur les taux, on le retrouve. Ce qui donnera, et je reviens à mon cas, des taux longs, du Nasdaq, des valeurs de croissance, ce qui donnera au marché américain, qui retrouvera sa force... Un peu de vent dans les voiles, cette force relative. En attendant d'avoir ça, l'Europe devrait fermer. Ouais. Voilà. En attendant d'avoir ça. Mais si le 2 se conjugue, pour ça que j'ai un petit scénario, on va dire à 5%, un peu rigolo, en quelque sorte, c'est qu'on peut monter très fort sur les marchés d'actions si les 2 se conjuguent. Ça, je ne serai jamais vendeur d'actions au premier trimestre ou au premier semestre. Enfin, je ne vois aucune raison de le faire, et même du danger. Les investisseurs sont trop peu investis sur cette classe d'actifs, là, aujourd'hui ? Le fait de comportement, oui. Alors, les flux le disent, mais les comportements, c'était mon point d'avant.
on a un peu changé, on est moins pessimiste, Ouais. on est loin du compte. Donc il y a une réserve là-dedans. C'est si vous renversez complètement la pièce, vous vous retrouvez dans 3 mois à dire tiens, l'inflation a baissé de 2 points. Les marchés obligataires se sont redressés. Où sont les marchés actions? Voilà, c'est pour ça que ma prudence serait à la hausse. Enfin, voilà, je ne vais pas sans doute limiter plus haut. Voilà, je ne vais pas limiter le potentiel de progression des marchés. Alors, actions. Xavier. Pour nous, ce scénario, c'est le scénario très positif. Ah bah, il évidemment. existe, mais il est très positif dans le sens où c'est un peu de la désinflation qui viendrait de nulle part. Alors c'est toujours possible, si ça se trouve, on se trompe, on n'a pas changé de régime, on est comme avant le Covid en fait, une fois qu'on a absorbé tous les chocs et tout ça, et dans ces cas-là, l'inflation revient en dessous des cibles, et les taux peuvent rester en zone euro proche de revenir à zéro, et rien n'a changé, on est toujours en stagnation et tout ça. Moi, je pense qu'on a changé de régime. Enfin, le scénario central qu'on prend, c'est qu'on a changé de régime. On a des pressions qui vont maintenir l'inflation un peu au-dessus de 2%, sauf si la BCE fait le travail. Donc, on monte les taux plus et, comme on disait avant, surtout plus longtemps, en fait. Et dans ces cas-là, c'est là où je trouve que les primes de risque dans les actions sont, au final, pas très hautes. Parce que vous avez la concurrence de taux sans risque qui sont durablement plus élevés. Et donc ça, c'est le scénario central. Et le scénario, j'ai même un scénario négatif par rapport à ce scénario central où, comme je disais, on attend des rendements réels à peu près nuls cette année, ce qui n'est pas si mal vu l'inflation pour les actions. Le scénario négatif, c'est un retour de la vigilance sur les obligations, un peu ce qu'on a vu au UK, parce que vous avez des taux sans risque plus élevés, tous les secteurs très endettés, notamment les États, se retrouvent sous pression. Et là, on peut avoir un stress plus systémique. C'est un scénario négatif, pas le scénario central, mais on reste prudent là-dessus. C'est pour ça, par exemple, qu'on est prudent sur les dettes périphériques ou sur le crédit à yield, enfin vraiment les parties les plus risquées du crédit, parce qu'on est quand même dans une période où on a changé de paradigme en termes de politique monétaire. On a eu 15 ans de politique monétaire toujours plus accommodante, plus de liquidité. Là, 2022, c'était la première année où on sort de ça. Et donc le risque, selon nous, c'est qu'on commence à voir les conséquences que ça a sur les parties les plus faibles au cours de 2023. Et donc l'idée d'un pivot, effectivement, c'est une mauvaise idée sur laquelle s'appuyer pour bâtir une stratégie en 2023 ? Ou est-ce qu'on peut avoir malgré tout une désinflation suffisante qui permette aux banques centrales d'être plus confortables, quand bien même le niveau de 2%... Alors pour moi, là-dessus, il y a un énorme débat, en fait. C'est qu'on est d'accord que l'inflation va ralentir. Le problème, c'est qu'elle va ralentir par l'énergie, au moins aux États-Unis, et par les biens. Parce qu'on a moins de demandes, on a moins d'étranglements sur les chaînes de production et tout ça. Mais ce que nous dit, en tout cas, la Fed, et qu'elle a répété, c'est ce qu'ils veulent regarder, c'est les services, cœur, la partie service qui est liée au salaire, et donc les salaires, le marché de l'emploi. Et cette partie-là de l'inflation, elle ne baissera que si l'économie américaine est en récession. Et le plus vite l'économie américaine sera en récession, le plus vite l'inflation rebaissera. C'est un peu, oui. Ou au moins... C'est une fonction de la récession qu'on va avoir. Ou alors, c'est qu'il faut anticiper qu'on ait un choc positif de productivité ou de je sais pas quoi qui vienne de nulle part, en fait. C'est toujours possible. Mais c'est pas le scénario le plus probable. Ouais, j'entends. Et si vous avez pas, si tout le monde ne devient pas plus productif rapidement, ou s'il n'y a pas une vague d'immigration qui s'intègre très très vite dans le marché du travail, on reste avec le problème de trop de demandes de travail et pas assez d'offres. Et donc, on a du mal à voir comment les salaires ralentissent vraiment et du coup, comment l'inflation revient durablement à 2%. Franck, je reprends le point sur la BCE. Effectivement, il faut l'écouter, changement de logiciel, ça devient aussi très politique, il faut le dire, avec une partie allemande qui a repris le pouvoir au sein de la Banque Centrale Européenne après l'ère Draghi. Comment la BCE va arbitrer entre la lutte contre l'inflation, le retour à 2% et la stabilité financière ? On a eu l'épisode britannique, qui est une leçon visiblement qui a marqué beaucoup d'esprit chez les gouvernants et les banquiers centraux. Plus la BCE va monter ses taux, plus elle va réduire la liquidité, plus ça va fragiliser les signatures périphériques en zone euro. Comment va se passer l'arbitrage, si c'est le scénario dans lequel on s'engage ? C'est très compliqué ça, parce que effectivement c'est un changement de paradigme. La stabilité financière, c'est un espèce d'objectif en fait
inhérent à toutes les banques centrales. On parle de stabilité des prix, mais stabilité financière, c'est de leur responsabilité également. On fera tout ce qu'il faut pour préserver l'euro. Cette petite phrase, elle a été prononcée en 2012. Oui. Je sais que le monde a changé depuis, mais à la fin de la journée, ça reste quand même En fait, une des missions de la BCE. Depuis 2012, on n'a pas été très très impressionné par les efforts des gouvernements faits pour augmenter leur niveau de croissance potentielle, mettre en place des réformes structurelles. L'exemple français est extraordinaire. Depuis combien de temps parle-t-on de problèmes de retraite en France ? Voilà. Donc, c'est très très compliqué quand on parle de fin de fiscal dominance. Ça veut dire cette politique budgétaire, en fait, qui était très très accommodante et financée à un coût zéro, en fait, par les États via cette monétisation des chèques qui ont été émis, et notamment lors de la crise sanitaire. C'est sans doute terminé. Mais est-ce que ça peut se terminer brutalement ? Sans doute non. Donc effectivement, il y a un dosage à trouver, il y a un curseur à positionner. C'est un débat essentiellement politique, mais avec des répercussions économiques et financières extrêmement lourdes, potentiellement. Donc, ça nous renvoie à l'intégration politique, économique de la zone euro. Au-delà du politique, au niveau des États. Là, on parle de dimension européenne, d'une ambition européenne, d'intégration. Donc c'est très compliqué. Très compliqué. La BCE, pour normaliser tel qu'elle le prévoit, il faudra qu'elle active des outils d'urgence, le TPI ou d'autres outils pour assurer un filet de sécurité à certains États qui seront... Oui, mais regardez, on a vraiment une politique de petits pas. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui, dans les marchés, vous avez grosso modo 50 BP de hausse pricée en moyenne sur les 2 prochains meetings. C'est ce qu'elle nous a dit. De la Banque centrale européenne. On ne peut plus clair. Il n'y a plus de forward guidance, mais elle guide le marché comme jamais. Exactement. Oui. Donc, à court terme. Oui. Sauf qu'elle y arrive. Il n'y a pas eu de choc monstrueux sur les taux d'intérêt. On n'a pas vu des niveaux de 5 à 6%. On est quand même sur des niveaux extrêmement modestes sur les taux cœur en zone euro. On a flirté avec les 2,5, on est un petit peu plus bas aujourd'hui. Avec une inflation qui flirte avec les 10%. On n'a que 2,5 de rendement sur le bout de 10 ans. Donc, quelque part, le travail, il est fait. Il est plutôt même pas trop mal fait au niveau de ces anticipations. Et donc, ça va être extrêmement pragmatique. Ça va être des petits pas par petits pas. Une fois qu'on aura fait ces 100 BP de hausse sur les 2 prochains meetings, évidemment, on pensera au suivant. Pour l'instant, on a une hausse de 25 BP modeste sur les prochains meetings, mais on en aura plus. Et tout ça va se faire, mais sans doute d'une façon très ordonnée. Souhaitons-le. Mais l'essentiel est fait déjà. Le parti de l'action de la Banque Centrale Européenne, c'est de réduire son bilan. Et il y a 2 manières de réduire le bilan. Il y a le non-réinvestissement, le passif des obligations souveraines qui arrivent à échéance. Et il y a également tout ce que les banques vont rembourser comme liquidité Banque Centrale à la BCE d'ici la fin du premier semestre. Et quand on met bout à bout ces repaiements de TLTRO et la réduction du bilan très graduelle, passive, qui a été signalée à partir du mois de mars, ça nous donne une BCE qui va réduire son bilan plus vite que la Fed cette année. Oui. Et dans un contexte d'offres obligataires record. On estime à peu près à 550 milliards les émissions nettes en termes d'émissions d'emprunt d'État cette année. Donc c'est 370 milliards de plus qu'en 2022. C'est considérable, c'est véritablement considérable. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de points d'entrée sur les taux d'intérêt en 2023, il va falloir sans doute être un peu patient. On n'est pas très très loin. La plus grande partie du chemin a été faite, mais on devrait vraisemblablement voir des taux plus hauts. Mais c'est quelque chose qui va acheter notre dette en 2022, Xavier ? Ce ne sera plus la BCE. Ce ne sera plus la BCE. Après, il y a les banques. S'il y a des hausses de dépôts, il y a les assureurs qui auront encore des flux. Enfin, il y a encore de l'épargne. Le taux d'épargne reste très élevé. Donc ça va être... mais c'est plus j'allais dire le secteur privé. Bien sûr. Domestique d'ailleurs, parce que on le disait sur le Japon, ils sont très investis en OAT avec la hausse des taux au Japon. Il va y avoir moins de flux de ce côté-là. Flux de la BCE négatif avec le quantitative tightening. Donc oui, le marché privé domestique va devoir absorber le plus gros montant de dette depuis 2012 en fait.
Parce que même pendant le Covid, le fait que la BCE rachetait faisait que la dette dans le marché augmentait pas, en fait, la dette publique. Et là, on voit même que le stock de dette allemande va augmenter très nettement cette année, avec les dépenses militaires, avec les dépenses pour le bouclier sur l'énergie. Donc c'est vrai que là, mais on a une dichotomie entre les États qui continuent à faire comme avant, j'allais dire, donc des chèques prolongés, alors que d'un côté économique et du coup du côté politique monétaire, on est sorti du taux à zéro indéfiniment. Ouais. Donc, ces politiques vont avoir un coût. Il y a un moment, le rappel à l'ordre qui va être un peu brutal. Enfin, plus on continue de faire des chèques, pour utiliser l'image qui parle à tout le monde, plus la BCE doit remonter les taux. Ouais. Pour calmer l'inflation. Et donc, il y a un moment où il va falloir se mettre d'accord. Et à mon avis, le scénario central, c'est que les États graduellement ajustent leur budget à partir de la seconde partie de l'année prochaine. Et la BCE remonte ses taux, mais de façon raisonnable, pour ne pas créer de choc. Mais vous voyez que la ligne de crête, elle est assez étroite. Et puis ça crée un bras de fer et des tensions entre l'institution monétaire et les institutions budgétaires, de ce point de vue-là. Et ça fait 3 mois que la BCE a remis dans ses discours le fait qu'elle demande aux États d'avoir une politique fiscale raisonnable et tout ça. Ça, elle l'avait enlevé depuis 2012, quand on était avec des taux au plancher et qu'il n'y avait que les États qui pouvaient relancer, en fait. Julien, je reviens dans le monde des actions, effectivement. Donc, l'Europe a encore du potentiel, au moins pour ce premier trimestre. C'est votre conviction toujours. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un biais value dans l'idée d'une poursuite de la hausse des marchés actions? Est-ce qu'il faut faire des choix sectoriels forts? On l'a vu en 2022, c'est le grand écart quand même entre ressources de base, matières premières, oil and gas, et puis toute une partie du marché, la tech. C'est des écarts très très importants. Est-ce qu'il faut continuer de suivre ces tendances qui ont commencé à se dessiner en 2022? Est-ce qu'il faut être plus tout-terrain, plus 4-4 encore? Si on regarde 2022 et qu'on veut trouver des moments intéressants, on peut se souvenir du mois de janvier qui était exceptionnel dans l'arbitrage justement entre les styles de valeur, value et croissance. On n'avait pas à ce moment-là les éléments qui permettaient de dire avec vraiment une grande conviction que le retournement était fait, mais depuis, les éléments sont arrivés. Le phénomène de l'inflation, même si elle doit ralentir significativement dans les 2 ans qui viennent, en tout cas c'est le point que j'exposais tout à l'heure, cette inflation va rester quand même élevée par rapport aux périodes antérieures. Les matières premières devraient alimenter cet événement, mais il n'y a pas que les matières premières. Et dans ce contexte, les taux resteront élevés indépendamment, encore une fois, des 6 mois qui viennent, de ce qui peut se passer tout à fait prochainement. Et donc, le développement des valeurs dites de rendement ou des valeurs d'actifs, le développement de leur surperformance devrait se prolonger sur plusieurs années. Mais maintenant c'est à peu près acquis, mais si la question se pose ne serait-ce que sur les 3 ou 6 prochains mois, je reviens dans ma logique du marché obligataire. Oui, j'entends. Tant qu'on n'a pas la réponse sur le marché obligataire, et il peut y avoir une synchronisation, encore une fois, qui pourrait être spectaculaire, mais tant qu'on n'a pas la réponse sur le marché obligataire, on ne peut pas dire avec... la diversification reste quand même la décision la plus logique là-dedans. Ne pas être ni tout croissance au motif que, ni tout value au motif que, mais l'équilibre... D'ailleurs, les indices sont construits avec plus ou moins de croissance, mais les indices vont refléter ça, et je pense que c'est ce qu'il faut suivre. Mais il y aura un moment de la place, tactiquement, ne serait-ce que tactiquement, pour revenir sur de la croissance ou des grandes valeurs technologiques. Tout le monde attend ce moment, j'ai l'impression. Ça nous renvoie à la question juste avant, mais bon, après chacun va avoir sa lecture, mais sur la politique monétaire et notamment de la Banque centrale, des commentateurs ont dit, presque indirectement, vous y faisiez référence, je pense que la Banque centrale n'a pas compris l'inflation au départ, en disant qu'elle était transitoire, et qu'aujourd'hui qu'elle dit que c'est son objectif premier, elle ne voit pas que l'inflation va baisser. Je ne fais que rapporter, ce n'est pas un point de vue, je ne fais que rapporter. À la rigueur, banco, oublions l'inflation. C'est mon sujet depuis déjà 2 ans. Quel était le travail des banquiers centraux en dehors de l'inflation? Oublions-la. On n'y comprend rien, oublions-la. La normalisation de la politique monétaire. Et en fait, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Si on oublie l'inflation, bilan de tout ça à aujourd'hui, elles ont pu normaliser, pour la Banque centrale, c'est probablement pas tout à fait terminé, normaliser la politique monétaire, avec quoi? Un marché action qui a perdu 20% du sommet au creux, peut-être 10% en Europe sur la clôture de fin d'année, c'est un exercice qui est de qualité.
peut-on parler d'une récession profonde? Non, il n'y a pas de récession profonde. Il y a un ISM qui est à 50, mais il a baissé de 60, l'ISM manufacturier américain, baissé de 60 à 50, indépendamment des effets de la politique monétaire. Donc c'est un événement cyclique. Donc aujourd'hui, la photo est très bonne de ce côté-là. Ce qui veut dire que, toujours si on oublie l'inflation, à un moment, et moi c'est mon avis, donc je pense que les banques centrales se concentrent sur la normalisation de la politique monétaire. À un moment, cette normalisation étant faite, elles vont acter avec d'autres mots que le job est fait. Et quand elles auront dit ça, je pense que les valeurs de croissance vont se mettre à remonter assez significativement. C'est votre pivot à vous, c'est votre manière de définir ce que sera un pivot des banques centrales. Oui, alors, mais ça répond à une lecture, bon, je ne développe pas trop, mais une lecture économique, quand on est plutôt, pas dans une vision linéaire, mais plutôt cyclique ou liée au comportement, on est plutôt côté Galbraith en économie, qui lui dit, il suffit de reprendre l'argent, que en fait, les décisions purement de politique monétaire n'expliquent pas l'apparition et la fin de l'inflation. Elles ne les expliquent pas. C'est un ensemble de choses. Après, on a envie de croire. Oui. C'est plus facile C'est plus simple. de croire qu'une banque centrale, elle a la possibilité. Mais si on regarde les 10 dernières années, il n'y avait pas d'inflation alors qu'elle le voulait. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Je pense que les années qui viennent, ça va être la même chose. La combattre, et en fait, elle ne va pas baisser tant que ça. Mais donc, si on accepte ça, et qu'on aurait simplement aux événements de politique monétaire de normalisation, on peut se retrouver dans une situation favorable, et donc pour les valeurs de croissance. Mais ça nous conduit à imaginer qu'à un moment, les banques centrales, quel que soit le niveau de l'inflation, en tout cas avec une inflation, je ne sais pas, entre 2 et 3 ou 2 et 4%, seront suffisamment à l'aise pour dire stop, on est bien. Oui, et je le relierai à un autre point, qui est ce point de l'indépendance, c'est que je n'ai jamais été convaincu de l'indépendance des banques centrales, mais même sans enfoncer une porte ouverte, les banques centrales ne peuvent pas être responsables d'une dislocation en fait de l'Europe et des risques de populisme qui vont avec. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et les élections présidentielles américaines, puisque là on va rentrer dans l'année préélectorale, qui est en général plutôt bonne en bourse, normalement, les banques centrales ne sont pas là pour casser la figure du président à sa réélection. Eh oui. Cette question du mandat, et notamment de l'objectif d'inflation, c'est une question dont on va parler un peu, beaucoup en 2023. Beaucoup de littérature académique, il y a beaucoup de prises de position d'économistes emblématiques sur ce point-là. Pas encore des banques centrales. Oui, vous pensez à Olivier Blanchard qui Oui. veut monter la cible. Oui, non mais... Alors, j'entends beaucoup de débats là-dessus. Je n'ai jamais entendu un seul banquier central parler de ça. Non, ah bah si. Powell, dernière conférence, on lui pose la question. Jamais de ma vie, il faudra me passer dessus. Dans aucune circonstance, c'est un sujet qui sera discuté par la Banque centrale. Il laisse quand même une petite porte ouverte en disant c'est peut-être un projet de plus long terme. Mais on va se retrouver dans le même problème que ce qu'on avait dans la période des 10 dernières années où on avait une inflation en dessous de 2%. C'est que changer le niveau du thermomètre quand vous n'arrivez pas à atteindre la cible, c'est toujours très compliqué parce que vous perdez énormément de crédibilité. J'entends. Donc je ne vois pas comment, dans les 2 prochaines années en tout cas, les banques centrales changent officiellement leur mandat. La question c'est plus, est-ce qu'on continue à dire qu'on vise une inflation dans 2-3 ans qui reviendrait à 2% ou est-ce qu'on la force à revenir tout de suite? Et là, le coût économique n'est pas le même. Bien sûr. Je pense qu'il y a un peu... un arbitrage là que font les banques centrales. C'était intéressant de voir c'est Villeroy de Galhau qui a dit le but en gros c'est de ramener l'inflation fin 2024 à 2%. Oui. Sauf que la BCE elle a elle nous dit 2,3 en 2025. C'est ça. Voilà. Donc on serait encore à 2,6 quelque chose comme ça fin 2024 en fait. Donc ça explique pourquoi la BCE veut encore accélérer. Donc moi je pense qu'elles vont continuer à garder la cible sans non plus tout casser pour atteindre la cible dès 2023. Parce que c'est à peu près impossible en fait, sans créer de récession horrible. Franck, si ça appelle un commentaire. Et puis vous le disiez, on se le disait entre nous avant le début de l'émission, ce qui se passe au Japon est important. Tout petit commentaire là-dessus. Effectivement, il y a un problème de crédibilité qui est énorme. Donc changer le thermomètre maintenant, ce serait très, très, très maladroit. Mais c'est un débat qui mérite d'être tenu. Pourquoi 2 ou pourquoi 3% des objectifs de Maastricht? Enfin, voilà, il y a des chiffres magiques comme ça qui seraient assez sains en fait de revisiter, ou peut-être dans une approche plus flexible. Mais ce qui est essentiel, quoi qu'il en soit pour une banque centrale, c'est d'ancrer les anticipations d'inflation. En fait, le vrai baromètre, il est là. Et quand vous voyez la qualité de l'ancrage des anticipations d'inflation aujourd'hui,
Ok, on peut critiquer les banques centrales. Elles ont été un peu en dessous de tout, surtout sur le passage d'année 2021-2022. Mais néanmoins, les anticipations d'inflation sont extrêmement basses par rapport à l'inflation qu'on constate. Oui. Enfin, on a un spread étonnant. On a 2,4% sur le 5 ans swap inflation en zone euro. On a 2,6% du côté américain. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Pour l'instant, ça va. Mais c'est aussi pour ça que les banques centrales sont extrêmement vigilantes. Enfin, tout ça se tient. Les banques centrales ne peuvent pas se permettre le luxe de relâcher un peu. Sans ça, le danger... Les anticipations repartent tout de suite à la hausse. Exactement. Et là, on rentre dans une spirale. Quelque chose d'assez auto-entretenu. Et sur le Japon, oui, ça, c'était un phénomène marquant quand même sur... On aura une hausse de taux de la BOJ en 2023 ? Oui, sans doute. Sans doute. Mais regardez l'inflation au Japon. Regardez l'inflation au Japon. 3,5 ? C'est phénoménal. En fait, quand vous la graffez sur période longue... on a eu partant de zéro, de hausse de TVA, enfin des trucs un peu techniques. Oui. Il y a eu un moment, effectivement. Dans le passé, mais c'est... Là, ça fait 7-8 mois que l'inflation est au-dessus de la cible au Japon, je crois. Ah oui, largement. Plus haut depuis les années 90. Très largement. Donc oui, ils vont continuer à agir. Et cette dépréciation du yen, qui a été quand même absolument incroyable, surtout 2022, bon, effectivement, qui se corrige, a vocation à être corrigée, encore plus que ça. Donc oui, je pense que la Banque du Japon n'aura pas d'autre choix. Et ça aussi, ça alimente la hausse des taux long terme, notamment. Chez nous ? Globalement, bien sûr. Ouais. Donc, il y a beaucoup de positions de carry, ou d'allocations qui vont être revues à la faveur de la remontée des rendements obligataires japonais au-delà de 25 BP pour le 10 ans. Quoi. Nous, on gère, ou 50 maintenant. On gère pas mal le portefeuille Globo. Le truc de base, c'était shorter le marché japonais, si vous voulez. Parce qu'en termes de carry, etc., d'opportunités, il y avait vraiment mieux à faire. On emprunte en yens et on place ailleurs. Éventuellement, voilà. Mais je pense que c'est une stratégie maintenant qu'il faut revoir. Bon, est-ce qu'il y a des idées un peu exotiques ? Alors bon, sur les marchés actions, on n'a pas évoqué la sphère émergente. Julien, est-ce que c'est une sphère qui peut vous intéresser pour 2023 ? Sur le plan des devises également, est-ce qu'il y a des mouvements particuliers auxquels on se prépare ? Le mouvement du dollar a été spectaculaire, bien sûr, et aura marqué les esprits et l'année 2022. Oui, je serai assez bref. Je n'ai pas de vision particulière sur l'intérêt d'être sur tel ou tel émergent. Et alors, la catégorie au sens large, non. Non, mais je ne vois pas d'intérêt de surpondérer particulièrement. Encore une fois, toute la logique là, c'est le marché obligataire, le repricing des actions, le niveau de la croissance, donc des choses qui vont s'améliorer. Alors, dans ce contexte, comme la politique monétaire est normalisée, dans ce contexte, je pense que le dollar va se mettre à baisser un peu plus nettement. Et donc, on vient de voir une première étape dans ce chemin-là. Ce qui correspond en général à une amélioration, enfin, des marchés matières premières relativement solides. Ça pourrait correspondre avec des marchés émergents dont les économies sont plutôt satisfaisantes que insatisfaisantes. Voilà. Mais je ne vois pas de surperformance à dégager ici ou là sur cette thématique. Je suis toujours très risk-on ou risk-off globalement sur les marchés d'actions. Et la question là en ce moment, c'est faut-il prendre du risque ? J'ai répondu à... Et s'il faut prendre du risque, et s'il faut prendre du risque en Europe, est-ce qu'il faut aller jusqu'à prendre du risque sur des parties de marché un peu en dessous des large cap, par exemple, les small et mid cap, qui, elles, pour le coup, n'ont pas rebondi alors que les indices larges ont repris 15-20% cet automne ? Mon travail sur les cycles ne s'applique pas sur ce compartiment-là. Le travail d'analyse technique, je pense, est inefficace, inopérant, parce que c'est un marché un peu oligopolistique. Le travail de sentiment, lui, peut être éventuellement utilisé. En parlant avec des spécialistes de ce marché, je pense que le pessimisme, c'est le plus petit mot qu'on puisse trouver pour ce compartiment. Donc, je pense que des choses sont possibles là-dessus. On a pricé la fin du monde sur les small caps. Sur les small caps, c'est vrai qu'il y a une gros discount. Et moi, je pense... Alors, de façon cyclique, c'est très compliqué. Si on a un ralentissement qui se prolonge, si on a des nouveaux chocs sur les matières premières ou tout ça, évidemment, ça va être compliqué. Par contre, en structurel, je suis très positif, non seulement parce que l'écart de valorisation est énorme, mais aussi parce que structurellement, on voit des changements politiques qui devraient être plus positifs pour les small caps.
elles sont moins exposées aux problèmes de sanctions. La déglobalisation peut profiter aux small caps si, Oui, alors je ne pense pas à la déglobalisation, mais à moindre globalisation. À la moindre globalisation. L'augmentation des secteurs qui sont défendus, stratégiques en Europe, et tout ça. Aux États-Unis, on voit aussi la réindustrialisation un petit peu, au moins de certains secteurs. Il y a ça, on voit aussi le début des hausses de taxes sur les multinationales. On l'a vu avec un accord au sein de l'Union européenne pour mettre en place la taxe minimum de 15%. Aux États-Unis aussi, il y a des avancées sur ces mises en place. L'optimisation fiscale des grandes entreprises sera moins évidente. Exactement. Et du coup, en fait, plus généralement, je pense que tout l'univers qu'on a depuis les années 90, qui était très très favorable aux multinationales, peut l'être un peu moins, et on peut avoir par contre des secteurs où les PME étaient vraiment boudés complètement par les investisseurs sans aucune perspective, qui retrouvent des perspectives. Donc je pense que sur le moyen terme, en tout cas, ça devient intéressant de revenir sur les small caps. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été les premiers invités de Planète Marché en ce début d'année 2023. Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Franck Dixmier, directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Et Julien Nebenzal, président de GPS Stratégie et Finances, étaient nos invités en plateau.